vos questions et réactions avec le hashtag Les Voix de l'Info. Je vous présente nos invités. Charlotte Dornelas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Journaliste à Valeurs Actuelles. À vos côtés, Jackie Isabello, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de communication, cofondateur de l'agence Coriolink. On accueille Philippe Poutou, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, et également salarié de l'usine Ford à Blanquefort, c'est en Gironde. À vos côtés, Marie-Laure Harel, bonsoir. Bonsoir. Conseillère de la République En Marche de Paris. Alors nous allons parler de ces conflits, on va le dire c'est au pluriel. La ZAD Notre-Dame-des-Landes, le démantèlement se poursuit. On va d'ailleurs parler à ce sujet de la stratégie des uns et des autres. Mais tout d'abord, sur l'opération qui dure, qui s'étale dans le temps, je vous propose d'écouter la réaction, c'était tout à l'heure, du Premier ministre Édouard Philippe. Depuis lundi matin, les gendarmes agissent avec maîtrise, avec mesure, avec discernement, face à des oppositions qui sont souvent violentes, face à des jets de projectiles, de fusées, face à des catapultes parfois mises en place. Face à tout cela, les forces de l'ordre agissent dans le calme, avec le souhait de respecter l'ensemble des procédures légales en vigueur, en accompagnant les huissiers qui viennent constater l'occupation illégale des lieux, en faisant en sorte que les biens de ceux qui occupent illégalement les lieux puissent être déménagés pour qu'ils puissent être ensuite récupérés, en déconstruisant les habitations illégales qui ont été bâties sur les parcelles en question, avec le souci de respecter la loi, mais avec le souci constant, Madame la députée, que force reste à la loi. Vous avez entendu, Philippe Poutou, les mots calme, respecter les procédures légales, force reste à la loi. Et depuis le premier jour de l'évacuation, c'est l'état de droit qui est mis en avant, notamment par l'exécutif. C'est la réalité des faits ? Calme, respect des procédures. La réalité légales. des faits, c'est-à-dire de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Non, visiblement, c'est un peu l'inverse qui se passe. Il n'y a pas de calme. Le respect de la loi, c'est vrai que c'est toujours pareil. Le gouvernement, de sa hauteur, parle toujours d'état de droit et de respect de la loi. Ils ont montré qu'eux-mêmes savaient ne pas la respecter, que l'état de droit, c'était pas forcément de leur côté. Non, nous, on est complètement avec les zadistes, avec les occupants, les paysans, enfin les associations qui sont à la fois opposées au projet. Donc c'est vrai que le projet a été annulé, mais maintenant il y a la question des terres et donc la question de l'occupation qui est posée. Et nous, on dit que c'est complètement légitime aujourd'hui que ce soit occupé, parce qu'en fait, les terres, ils se les ont gagnées. Et donc, discutons démocratiquement à la limite de comment on gère ça. Mais en face, on a, c'est toujours pareil, un pouvoir qui sait utiliser que la violence. Donc là, on a 2500 militaires, intervention militaire. Bon, voilà, on nous habitue à des images. La catapulte qui lance un cocktail Molotov, ça fait partie des violences ou pas ? La catapulte. Le problème, c'est qu'à partir du moment, c'est quand même toujours rigolo de voir ça. C'est-à-dire que la violence, c'est quand même parce qu'il y avait une occupation relativement pacifique. Ça se passait bien. Voilà, ça discutait. Il y avait même des négociations. Et là, il y a 2500 gendarmes qui arrivent et on va discuter que la violence, finalement, ce sont les zadistes qui répondent au coup. À partir du moment où il y a un choix qui est fait d'intervenir militairement, parce que c'est une intervention militaire, puisque ce sont des gendarmes, en face, c'est quand même un peu rigolo d'entendre que finalement, mais s'ils répondent, les zadistes, oui, ils répondent et ils se défendent et c'est archi normal. Il y a une bagarre, une bataille politique et une bataille physique, puisque la bataille physique, elle est voulue par l'État, par le gouvernement. Nous, on trouve normal qu'il y ait une réponse aujourd'hui, y compris physique. Il faut se défendre. Et les zadistes, ils défendent les terres qu'ils ont gagné d'une certaine manière, et il y a une partie de la population qui les soutient. Donc nous, on pense que le choix de la violence, il est fait par le gouvernement, et bien après, il faut des réponses. Mais il y a quand même une disproportion de moyens, parce qu'entre 2500 militaires et puis quelques zadistes qui essaient de répondre comme ils peuvent, Mais nous, en tout cas, on est complètement du côté de la réponse des zadistes. Non, mais il y a beaucoup de choses. Vous dites, ils ne font que se défendre, mais ils avaient préparé. Quand on déclare la guerre, on accepte aussi que le gouvernement, en l'occurrence, réponde. Les forces de l'ordre n'ont pas toujours raison, mais ceux qui les contestent n'ont pas toujours raison non plus. Et là, en l'occurrence, ils avaient préparé ce que vous appelez une défense. Il y avait bien effectivement des catapultes qui étaient en place, il y avait des pièges qui étaient mis en place, des cocktails Molotov qui étaient prêts. Donc ils étaient prêts à faire la guerre. Ne dites pas qu'ils se sont simplement défendus parce que le gouvernement a déclaré la guerre. Par ailleurs, le gouvernement... Vous reconnaissez que c'est logique à partir du moment où il y a une menace d'intervention militaire, qui se prépare à se défendre. Mais quand il parle d'une occupation pacifiste, ça n'est pas vrai. Il y avait aussi une volonté d'affrontement, en tout cas de l'assumer du côté des zadistes. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Oui, non, mais bien sûr. Voilà. Mais le choix de la violence, c'est quand même la police, c'est l'État qui le fait. C'est des terres qu'ils ont prises, c'est des terres qu'ils occupaient en l'occurrence illégalement. Alors la propriété, c'est quand même quelque chose qui veut encore dire quelque chose en France. En l'occurrence, c'était pas la
la leur. C'est vrai aussi. Mais en revanche, quand vous parlez de risque d'enlisement, là, il est clair que là, en ce moment, c'est quand même le gouvernement qui recule. Alors déjà, on a bien vu, l'opération César avait raté en 2012. Donc cette intervention, quand on entend les zadistes dire c'était précipité, c'est une énorme blague. Ça fait des années et des années qu'ils sont là-bas, qu'on parle de les évacuer. Ils ont gagné sur le projet. Ne revenons pas là-dessus, c'est même plus le sujet. Mais ils ont quand même gagné sur l'abandon du projet. En janvier, déjà, Édouard Philippe annonçait l'évacuation, elle ne s'est pas faite. On a attendu la fin de la trêve hivernale. Elle était annoncée pour le jour où les gendarmes arrivent dans la ZAD. Et aujourd'hui, il y avait 97 squats dans cette ZAD. Il y en a 30 seulement qui sont visés par 2 phases. Le préfet a obtenu auprès du ministre de l'Intérieur d'abandonner 3 projets pour essayer de lâcher un peu de l'Est du côté des zadistes. Aujourd'hui, il y en a 13 qui sont démantelés. Il y a une personne seulement qui est partie en garde à vue du côté des zadistes. Il y en a 70 qui sont encore dedans. Et par ailleurs, les zadistes, on leur a proposé auprès de la préfecture là-bas à Notre-Dame-des-Landes de présenter leur projet justement sur qu'est-ce qu'ils voulaient faire sur ces terres. Ceux qui ont présenté un projet, ils ont quasiment tous été acceptés, c'était extrêmement facile. Donc les 70 personnes en l'occurrence qui sont dans la ZAD aujourd'hui n'ont aucun projet, elles veulent juste rester là. Et dans les interviews d'ailleurs, c'est des gens qui disaient on est bien ici, c'est sympa ici, on est bien, pourquoi on veut nous faire partir? Mais en fait, ils ne sont pas chez eux, je suis désolée. Vous avez rappelé les chiffres, juste une question, Marie-Laure. Franchement, il y a quelque chose de disproportionné. Et là, on en prend. Je ne suis pas en train de juger de quel côté est la force ou l'usage de la violence, mais il y a quelque chose de disproportionné entre les moyens des forces de l'ordre et les zadistes en face. Cette opération qui dure. Alors quand on voit le nombre de ces zadistes, on se dit mais le risque d'enlisement avec un si petit nombre quand même en face des forces de l'ordre. Mais si c'était disproportionné, la situation aurait été réglée en 2-2. Or, comme ça vient d'être dit, ça s'enlise. Je voudrais revenir sur 2 ou 3 choses. D'abord, non, Monsieur Poutou, les zadistes ne font pas que se défendre, ils attaquent. Moi, j'ai entendu dans les infos. Ils ont raison. Ils veulent abattre un hélicoptère. C'est ce que j'allais dire. C'est qui l'intervention militaire? Je commence tout juste à parler. Mais qui a commencé? Quand j'entends qu'ils fabriquent des fusées artisanales contre les hélicoptères, là, je vous signale qu'ils peuvent juste tuer des policiers. Donc ça, c'est pas acceptable et ça s'appelle de l'attaque. Voilà. Deuxièmement, pourquoi les forces de l'ordre? Ça vient d'être dit aussi. Il y a dans notre République quelques notions qui sont pas facultatives. Le caractère obligatoire de la loi et le droit de propriété notamment. Je pense que si je viens dans votre jardin pour planter des carottes, même si c'est pour un projet agricole, vous n'allez pas m'offrir votre terrain, d'accord? Donc c'est pareil, quand c'est des terrains qui appartiennent à l'État, et ben tout le monde ne peut pas se les approprier comme ça. Ensuite, effectivement, l'État n'a pas été injuste en disant on dégage tout le monde. Il a dit d'abord, il y a des personnes de fait qui sont légitimes, les agriculteurs qui étaient historiquement sur le terrain. Eux, on peut leur rendre leurs terres, ils ont été expropriés en 2012, on peut leur rendre leurs terres. On a proposé à d'autres occupants qui n'ont aucun rapport de base avec ces terres, qui sont des militants, altermondialistes, anticapitalistes comme vous, etc. Bon, à ces personnes, on a dit, si vous avez un projet légitime, on peut vous donner des terres. Donc, excusez-moi, c'est quand même un sacré compromis. C'est des personnes qui ne possèdent pas de terrain, on va le leur en donner. Qui reste-t-il? Il reste des gens qui n'ont aucun projet d'intérêt général. Il y a notamment dans les installations qui ont été montées des studios de danse, des brasseries. Ça n'a aucun rapport avec la vocation agricole de ces 1600 hectares. L'État vient remettre de l'ordre. Je ne comprends même pas où il y a un débat. Je vais vous laisser réagir, Philippe Poutou, c'est important. Et également Jacques Isabello, parce que derrière cela, c'est une bataille aussi de communication et le sujet est très sensible. Mais pour voir ce qui se passe vraiment, il faut y être. Et justement, notre correspondant y est. Jean-Michel Decaze, depuis ce matin et également hier avec Mickaël Chailloux, vous suivez ces opérations d'évacuation. Vous voyez vraiment au jour le jour, et j'allais dire heure par heure, ce qui se passe. Si vous deviez qualifier la situation et même la disproportion, ou en tous les cas le bras de fer entre les moyens des forces de l'ordre et des zadistes, qu'est-ce que vous diriez ? On va dire que cet après-midi, la progression des forces de l'ordre a été massive et a été rapide. A été très rapide ce midi quand nous étions en direct. Il était autour de 13h. Nous étions au pique-nique de soutien dans une ambiance bon enfant. Tout allait bien jusqu'à 15h. À partir de 15h, un certain nombre de zadistes ont voulu commencer à aller jeter des projectiles sur les forces de l'ordre. Il y a eu répliques, bien sûr. Les répliques avec des tirs massifs de grenades lacrymogènes et de grenades désencerclantes. Et ensuite, la machine des gendarmes mobiles s'est mise en route, et à tel point qu'ils ont regagné tout le terrain qu'ils avaient cédé hier matin, et ils sont allés beaucoup plus loin. Ils sont entrés assez profondément maintenant dans la ZAD, là où nous sommes. Hein. Nous sommes vraiment au cœur de la zone. Et si notre caméraman Sacha Robin peut
zoomer derrière moi, vous voyez, ils sont en train de détruire l'un des squats. Il y a encore un quart d'heure, nous étions à l'antenne, on voyait encore le toit de cette maison, une maison géodésique qui servait ces dernières heures de point médical pour les zadistes. Les forces de l'ordre ont donc éloigné tout le monde de façon très rapide et très massive. Et ils ont envoyé la pelleteuse. Voilà ce qu'il reste de cette maison qui, je vous le rappelle, il y a un quart d'heure était encore debout. Donc on peut dire que si on avait douté un moment hier vraiment de la progression des forces de l'ordre, on a même parlé nous-mêmes d'enlisement des forces de l'ordre, eh bien la réponse a été donnée aujourd'hui en tout cas. En tous les cas, ça progresse, comme vous le dites, que vous le constatez sur place. Jean-Michel Decaze, on vous remercie. Jackie Isabello, on imagine toujours le regard de quelqu'un qui n'est pas forcément en France, qui n'a pas suivi tout le dossier et qui regarde cela, alors que parallèlement, nous parlons d'une intervention en Syrie, une intervention militaire. On doit se dire, mais une ZAD avec quelques personnes, et pas forcément évidemment en faisant usage de la force, même si le gouvernement et les forces de l'ordre progressent, c'est quand même assez incroyable, c'est le 3e jour. Oui, mais c'est pas du tout un acte militaire, comme l'a dit Philippe Poutou. Ces gens-là sont, comme vous l'avez dit, d'anciens militaires, parce que maintenant ils font partie du ministère de l'Intérieur. S'ils voulaient vraiment déployer des procédures d'attaque violentes et définitives, c'est pas comme ça que ça se passerait. Et d'ailleurs, on n'est pas en Ouganda, c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Mais là, ça montre un peu qu'au-delà d'un acte d'opposition, on est passé à une espèce d'acte d'irrédentisme, c'est-à-dire qu'ils sont en train quasiment de réclamer un espace territorial. Et je vais dire quelque chose d'un peu choquant, mais quand on veut faire la promotion du ridicule en politique, on écoute parler François Hollande. Là, ils font la promotion d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que le gouvernement avait dit temps 1, je serai intraitable. Donc les gens se sont dit, on va voir si le gouvernement d'Emmanuel Macron fait preuve d'autorité. Il a l'air de faire preuve d'autorité. Et donc les forces de l'ordre avancent de manière mécanique et les gens derrière leur télé se disent, mais ces gens-là, on a abandonné le projet et aujourd'hui, à part taper sur les forces de l'ordre, ils ne font rien d'autre. Et ce qui veut dire que demain, quand Yannick Jadot, quand l'ensemble des forces Europe Écologie Les Verts et l'ensemble des Verts vont demander à ce qu'on soutienne leur projet, et certains soutiens sont tout à fait légitimes, mais les gens ne vont pas adhérer parce qu'ils vont se dire on veut bien soutenir quelque chose qui écologiquement peut être légitime, mais on ne va pas soutenir des gens qui sont ni plus ni moins que... Vous dites ça en regardant Philippe Poutou? Non, mais je parle à Philippe Poutou parce que lui, il a dit qu'ils avaient raison, comme si on était un peu, pardon, monsieur Poutou, un peu dans la cour d'école, on leur tire dessus et répondent c'est normal. Non, ils ont le monopole de la violence légitime, alors qu'on soit d'accord ou pas, on peut demander sa nationalité syrienne pour aller vivre ailleurs, parce que c'est mieux, mais les gendarmes ont ce monopole-là, et comme vous, comme moi, comme mon fils dans la cour d'école, on doit le respecter. Force est de constater qu'ils ne respectent pas du tout ça, ils respectent pas les forces de l'ordre et les gens prennent position par rapport à ça et se disent ça n'est pas normal. Philippe Poutou, qu'est-ce que vous demandez en particulier? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes a été abandonné. Normalement, cette évacuation aurait dû être une formalité. Pour ceux qui restent, parce que vous dites que vous les soutenez d'abord, qui sont-ils? En quoi vous rejoignez-vous dans vos luttes et vos revendications aujourd'hui? On le sait, Notre-Dame-des-Landes, les opposants, c'est plusieurs milieux. C'est le milieu paysan, notamment. Il y avait ceux qui avaient accepté d'être expulsés et ceux qui sont restés. Il y a un milieu associatif, il y a un milieu zadiste, on va dire, des jeunes. Et puis, il y a aussi une partie de la population. Donc, Notre-Dame-des-Landes, c'était une rencontre de plusieurs milieux qui étaient donc en opposition à un projet qui était devenu complètement indéfendable. Parce que si le gouvernement, finalement, l'a lâché, c'est parce que ce projet, il n'y avait plus aucun argument qui justifiait un nouvel aéroport. Enfin, voilà, il y a eu tout, on ne va pas refaire toute l'histoire. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les terres qui devaient être occupées par l'aéroport, du coup, maintenant, sont disponibles. Donc, à partir de ce moment-là, on peut quand même aussi discuter que ceux qui se sont battus pour que ces terres ne soient pas bouffées par un aéroport, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, quelque part, on peut penser qu'il y a une certaine légitimité du côté de ceux qui se sont battus. Et donc, on peut discuter de la répartition des terres, y compris avec eux, et donc, y compris donc, avec le milieu paysan. Donc, ça discute. Mais là, on est en confrontation, effectivement, avec des choix de société. Et là, nous, on peut remettre en cause ce pouvoir actuel, cette propriété, soi-disant, du côté de l'État. Et donc on peut dire oui, il y a deux choix de société qui s'opposent, il y a deux visions complètement différentes et il y a la remise en cause, y compris la légitimité du pouvoir, y compris la légitimité de la violence policière. Et on peut discuter, mais ça aujourd'hui ça fait un peu un gros mot, mais discuter de période révolutionnaire dans le sens qu'il y a une remise en cause profonde de la société. Mais le combat des zadistes, le combat contre Notre-Dame-des-Landes, mais on peut aussi parler à Bure. À Bure, il y a une sacrée bataille aussi, même s'ils se sont fait expulser il n'y a pas longtemps. On est dans une opposition frontale de société, de choix de société, et donc de deux camps qui s'affrontent. Et nous, on est de ce côté-là, c'est-à-dire
On pense effectivement qu'il devrait y avoir une véritable démocratie par en bas, une population qui décide de ce qui lui arrive, et donc de donner de la possibilité de décider du côté des opposants. Donc nous, on est de ce côté-là. Une démocratie, juste une précision, qui ne respecterait pas les procédures légales, pour vous. Mais même le gouvernement ne les respecte pas de toute façon. On peut discuter du processus de Bure, parce qu'ils ont expulsé alors que Bure avait perdu, alors que en justice les opposants avaient gagné, donc il y a eu l'utilisation de la force pour les virer. On peut parler de Sivens, où ils ont viré et où Rémi Fraisse a été tué, alors que finalement il a été reconnu. Il y a eu annulation du projet qui était complètement infondé. Alors ça a donné tort au pouvoir public, ça a donné tort à l'État, mais n'empêche qu'ils ont été expulsés et la forêt a été détruite. Donc on peut aussi discuter de ça, parce qu'on voit bien, et en plus là maintenant il y a l'histoire de Vinci qui recevrait de l'argent parce que machin, enfin tout ça c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais oui, non, mais c'est là où on voit les choix catastrophiques des pouvoirs depuis longtemps. Les politiques n'empêchent ultralibérales, la distribution du pognon, comment c'est fait. Non, pas trop loin, parce que tout est lié. Parce que par exemple Ford Extravac, vous avez dit Ford, ils ont reçu, mais tous les États, tous les gouvernements ont donné de l'argent à Ford, multinationale qui fait des profits. Donc Ford encaisse des sous et Ford dit qu'ils s'en vont. Non, mais c'est pas perdu. La légitimité aux zadistes de rester sur des terres qui ne sont pas les leurs. Et tiens, une question. Parce que en quoi le gouvernement aurait raison en disant que c'est pas leur terre. On peut très bien dire, oui, ces terres-là. Vous avez dit énormément de choses. L'évacuation à Bure, c'est peut-être aussi parce qu'on ne peut pas se préoccuper d'une situation simplement quand ça dégénère, effectivement, parce que les forces de l'ordre sont envoyées. À Bure, c'est aussi des personnes qui arrivaient cagoulées dans les villages au moment où, par exemple, le maire de la petite ville à côté organise son conseil municipal, qui viennent cagouler autour de la mairie pour faire pression pour que le projet soit abandonné. Les policiers sont cagoulés en casqué, donc à ce moment-là, je ne parle pas des policiers, je parle d'un maire et d'un conseil municipal. Je ne parle pas des policiers, ils n'étaient pas là à l'époque. Ensuite, pourquoi les gendarmes viennent pas intimider un maire dans son conseil municipal? Pourquoi ni même les capitalistes qui font des profits et qui ferment des usines. C'est vrai, ça c'est bizarre d'ailleurs. Aujourd'hui, les gendarmes sont obligés de venir en blindé à proximité de Notre-Dame-des-Landes. Parce que pour emprunter la route qui vient d'être faite parce qu'elle avait été détériorée par les zadistes, il a fallu 4 millions d'euros pour refaire cette route qui n'a été empruntée par personne et qu'ils ont été détruits en faisant des trous dedans. Elle est impraticable aujourd'hui et même les gendarmes sont obligés de prendre des blindés. Cette route aussi, elle appartient aux gens qui habitent là-bas. Non, mais de toute façon, on a bien compris, on ne va pas se convaincre. De toute façon, voilà, on est un camp contre l'autre. Vous défendez, là, en l'occurrence, vous dites c'est des gens qui, par je sais pas quoi, processus démocratique, et je suis d'accord avec vous, pour le coup, la violence légitime systématiquement accordée à l'État, elle pourrait être discutée dans certains cas. En l'occurrence, là, vous me parlez de gens en me disant s'ils ont des projets. C'est exactement ce qu'a fait la préfecture là-bas en leur demandant de déposer leur projet. On vous parle là de 70 personnes, une infime minorité, et c'est là-dessus que le gouvernement recule complètement par rapport à ce qu'il avait prévu initialement. Il ne va pas évacuer la ZAD. Il va évacuer 70 personnes qui n'ont pas de projet, qui sont ultra violentes et qui ont simplement des revendications politiques. C'est ces gens-là que vous défendez là. Ultra-violente, mais d'abord c'est pas 70. Ah oui, ultra-violente, quand on veut abattre un hélicoptère, quand on lance des cocktails Molotov. Abattre un hélicoptère, mais ouais, bien sûr. De toute façon c'est toujours pareil. La violence elle est toujours du côté des méchants zadistes. Je viens de vous dire que non précisément. Ben ouais, mais ça se retourne tout le temps comme ça, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on le voit, les moyens sont complètement disproportionnés. Sur ce sujet-là. Là, en l'occurrence, vous avez des gens extrêmement violents qui ne veulent pas. Mais non, mais même ça, on dit pas, c'est pas vrai. C'est comme les étudiants. Vous avez vu les interventions, Je fais des parallèles parce qu'en fait, on se retrouve. Voilà, parce qu'on se retrouve dans une situation très particulière. D'un côté, on a l'intervention contre les zadistes, avec donc ces méchants zadistes qui sont eux violents, et puis on voit à côté de ça les interventions à Tolbiac ou les interventions qui ont été faites à Lille, ou à Nanterre plutôt, puisqu'à Tolbiac ils n'interviennent pas. Et donc avec cette idée que finalement les étudiants, ils dégueulassent tout, ils abîment tout, enfin voilà, tout est. La vérité, l'un n'empêche pas l'autre, Monsieur Poutou. Ils dégueulassent tout, ils détruisent leurs propres universités, qu'ils taguent et qu'ils détruisent. Attendez, on va parler et des universités. Juste une remarque, Marie-Laure Harel, vous faites partie de la majorité de la République En Marche. On a vu qu'il y avait une forme de trouble, en tous les cas, une crainte par rapport à ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Et certains parlementaires ont demandé une pause, tout simplement, alors qu'on est au 3e jour. Est-ce que vous faites partie de cela? Est-ce qu'il y a, et Philippe Poutou a rappelé tout à l'heure, évidemment, tout le monde pense à Rémi Fraisse sur le barrage de Sivens, et on imagine que pour l'exécutif, c'est resté comme un traumatisme. Il y a toujours cette peur. Voilà pourquoi, évidemment, l'usage de la force, et le Premier ministre dit avec calme, prudence, il y a la crainte d'une, entre guillemets, bavure.
Alors, à titre personnel, moi, je ne suis pas du tout pour une pause, parce que si on fait une pause, on bouclera jamais le sujet. Donc, ma réponse est non. Mais, Monsieur Poutou, ce que je trouve un peu dommage, en fait, c'est, vous voyez, je trouve que le combat des zadistes, à la base, il est noble. C'est quoi? C'est ZAD, ça veut dire zone à défendre. Les zadistes, au départ, ils étaient là parce qu'ils ne voulaient pas... Attendez, ils voulaient... Pardon. À la base, zone à aménagement différé, mais... Oui, mais bon, voilà, pour les zadistes, c'est zone à défendre. Bon... Parce qu'ils étaient contre l'aéroport. Au final, il n'y a pas de confrontation, il n'y a plus d'aéroport. Donc, en tout état de cause, ils auraient dû partir. Ils ont eu gain de cause. Non, pardon. Parce qu'ils se sont, ils se sont opposés à l'aéroport dans l'intérêt de tous, pas dans leur intérêt perso. Donc, ça veut dire que ces terres, elles reviennent à tous les Français maintenant. Pourquoi elle serait oui, pourquoi pas, mais ça se discute, bien sûr. Mais c'est qu'en fait, c'est là où vous ne comprenez pas, c'est que le gouvernement, il a accepté de discuter. Je ne comprends pas, c'est qu'on se comprend pas. L'État, qu'est-ce qu'il a dit, Édouard Philippe, au mois de janvier, quand la décision a été prise de ne pas faire l'aéroport, il a dit on peut légitimer des projets. Si les gens régularisent leur situation et démontrent qu'ils ont un projet concret agricole, on leur laisse les terres. Pourquoi ils ne le font pas ? Mais c'est ce qu'ils font, mais après c'est le jugement par en haut de dire... c'est précisément parce qu'ils ne veulent pas régulariser leur situation, c'est un problème. C'est vous qui dites que celui-là, il n'a pas de projet valable. Mais c'est votre point de vue, ça. Ils n'ont pas voulu accomplir la démarche de régularisation des déclarations. Philippe Poutou, individuel de chacun, vous avez dit tout à l'heure, en fait, il y a deux visions de la société. Il y a presque deux visions de l'avenir. Vous défendez cette vision où certains peuvent, parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils estiment que ces terres, même si la justice ne leur a pas donné raison, leur appartient. Et vous dites, Marie-Laure Harel, et vous aussi, non, évidemment, il y a des procédures par exemple, de justice qui ont été respectées. Là-dessus, on ne va pas vous mettre d'accord, Philippe Poutou. Vous non, pensez mais c'est pas... bien sûr. Je pense qu'il y a opposition totale. Ouais, parce qu'après, c'est vrai qu'aussi, il y a, on le voit bien depuis des années. C'est pour ça que je parlais aussi de Ford, de là où je bosse, parce qu'en fait, on s'aperçoit que tout se recouple. La bataille étudiante, même la bataille des cheminots contre... tout se tient finalement, parce qu'en fait, on voit quand même depuis 10, 20, 30 ans, même 40 ans, des politiques libérales qui ont été mises en place. On a justifié des tas de politiques d'austérité et on voit à quel point on est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a une destruction de tout ce qui est collectif, il y a des reculs sociaux énormes, il y a des inégalités sociales qui explosent, on a un chômage, une précarité autour de 10 millions de gens. Donc en fait, il y a des réactions à ça. Et c'est vrai qu'à la fois les zadistes, eux, ils réagissent en disant, mais attends, on fait faire n'importe quoi, on détruit l'environnement. Les étudiants, ils sont là. Vous apportez des propositions aux mots que vous dénoncez. Oui, mais les propositions, pour nous, c'est justement la meilleure des réponses. C'est que les étudiants se battent eux-mêmes pour la défense de l'université. La population autour de la ZAD, ils se battent eux-mêmes pour dire, parce que en fait le gouvernement... Monsieur Poutou, les choses sont pas quoi. Je peux juste faire une petite remarque. Dans le cas de Ford, la direction a un projet et vous, les représentants du personnel, c'est-à-dire que vous êtes légalement les représentants du personnel, donc vous êtes très estimables, vous avez un autre projet. D'accord ? L'un a raison ou l'autre a raison. Mais là, dans le cas des zadistes, c'est ni l'un ni l'autre. Avant, c'était écologiste contre l'État. Et là, on est des espèces de pingouins. Imagine, il y a une troisième partie qui arrive à Ford et qui dit de pingouins qui arrive et qui vient chez vous à Ford en disant ce ne sont pas les syndicalistes qui ont raison, ni la direction, c'est nous et on va foutre le bazar. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc ça ne défend pas votre engagement de sensibiliser l'opinion publique en faveur des thèses écologistes, en faveur par exemple de la redéfinition du projet de Bure, en faveur d'un réexamen des 50 projets. On sait qu'il y en a 50 en France qui posent problème. Si vous avez quelques pingouins qui ne veulent rien faire et qui n'apportent aucune proposition constructive. C'est ça. Vous êtes opposé à votre direction. Vous mettez dans le même non, lot. Pas du tout. Il est soutien. Attention. Je dis que un soutien. Moi, je veux bien. Moi, ça me dérange pas. Sa intellectuelle dans ce cadre-là, elle n'est pas du tout comparable à ce que lui, il essaye de défendre en tant que salarié et représentant du personnel chez Ford. Sa position est légitime chez Ford. Il n'est pas d'accord avec la direction. Il a le droit de le faire. Mais ces gens-là, ils ne défendent rien. C'est vous qui dites ça. Mais si, ils défendent. Bien sûr qu'ils défendent. Ils défendent un autre projet. Les gens ne voudront plus vous suivre. Non, mais c'est vous. De votre position, vous jugez que vous avez le droit de juger comme ça. Mais on peut très bien. Mais non, parce que nous, on est avec les zadistes, avec les gens qui sont là-bas, des jeunes qui occupent et tout ça. Ils sont pas zadistes, ils sont des objets volants. Vous taxez de pingouins si vous voulez, mais non, mais le problème, on peut aussi considérer. Non, mais ça me vexe pas du tout. Mais on peut aussi considérer que le résultat de ces situations-là, ça montre l'incapacité de la société à fonctionner démocratiquement. Donc il y a quelque part une impasse aussi. Donc la responsabilité, elle en incombe forcément du côté
côté du gouvernement, du côté des gouvernements, parce qu'on va pas tout mettre sur le dos du gouvernement Macron, parce que c'est aussi toute une histoire. Mais en fait, on est dans une situation où ça montre que la société, elle est même pas capable de respecter ces choses-là, de respecter la vie de tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'on a des conflits aussi. Et les conflits, ils sont en réaction à des reculs du niveau de vie importants, parce que donc, on peut discuter donc des cheminots qui défendent leur statut et aussi le service public ferroviaire. Là, on peut discuter des étudiants. Non, attendez, leur combat est légitime. C'est même celui des zadistes, même parce que dans les zadistes, on parle de pingouins, mais il y a aussi des paysans, des agriculteurs qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu l'exploitation à travers un projet qui est en plus annulé. Ils ont proposé leur projet et ils vont pouvoir racheter leurs terres. Attendez, pas tous en même temps. Philippe Poutou, en tous les cas. Si ça se passait aussi bien, je ne pense pas que ça se passerait comme ça. Si le gouvernement utilise la force comme il le fait, c'est que quelque part, il n'a pas d'argument pour convaincre, donc il y a quand même quelque part un problème politique qui est posé. Donc, si, il y a la force quand on a mis ça. Attendez. Est-ce que vous reconnaissez en tous les cas, et on va en parler parce qu'on va parler aussi des facultés, que c'est une minorité, que ce soit les zadistes là. Radicaux entre guillemets, ou en tout cas violents, c'est ce que vous avez dit, c'est une minorité. Dans les universités, est-ce que vous soutenez également tous les mouvements? On a vu des groupuscules, certains, on a vu des groupuscules d'extrême droite, c'était à Montpellier, mais des groupuscules d'extrême gauche, et le Premier ministre les a dénoncés. Ceux-là aussi, dans leurs actions, dans leurs tags, vous soutenez ce qui est écrit, ce qui est tagué, ce qui est dit. Je ne suis pas au courant de tout, mais je soutiens le mouvement étudiant et l'occupation. Mais certainement qu'il y a des choses, certainement qu'il y a des choses pas terribles. Nous, quand on se bat à l'usine Ford, la direction, elle gueule parce qu'on colle des autocollants dans les vestiaires et qu'on salit les vestiaires. Donc, on est amené chacun. Vous n'écrivez pas sur vos autocollants qu'un bon flic est un flic mort. Non, pas ça, non. Ça, vous le condamnez, évidemment. Je condamne, en tout cas, oui, c'est pas des trucs qu'on écrit, qu'on défendra, bien sûr. Mais le problème, c'est que par contre, la lutte des étudiants, l'occupation, on la trouve légitime, parce que c'est vrai que c'est là où il y a des problèmes démocratiques. C'est qu'à partir du moment où il y a des réformes qui sont là, qui remettent en cause les conditions d'études et tout ça, après, il faut bien trouver une façon de mener la bataille. On reproche aux cheminots de faire grève et donc d'empêcher les gens d'aller au travail ou d'empêcher les gens de partir en vacances. Le problème, c'est quels sont les moyens aujourd'hui de lutte. Donc, c'est la grève. Donc, la grève, effectivement, quand on a un boulot utile, ça emmerde les gens. Donc, après, les étudiants, la forme de lutte, c'est l'occupation. En plus, c'est une forme de lutte pacifique. Et donc, on est là-dedans. Et c'est là où c'est. Pacifique, là encore, dans les universités, vous reconnaissez qu'il y a des tensions, des crispations, des violences. Oui, il y a des tensions, bien sûr qu'il y a des tensions. Après, c'est vrai qu'il y a les problèmes qui sont liés à des conflits. Et tout n'est pas super, évidemment. Mais bon. Mais après, mais juste pour dire qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Et nous, on est du camp des étudiants, du camp des zadistes. Et c'est vrai que quand on est des militants, on essaie de faire en sorte que la bataille se passe le mieux possible. Et c'est le rôle de chacun d'essayer de. Allez, Charlotte Dornelas. Monsieur Poutou, vous n'êtes pas du camp des étudiants. Hein. Vous êtes du camp de ceux qui se battent, de la minorité d'étudiants qui bloquent et qui empêchent. Voilà, on est resté longtemps dans la toujours du côté de la minorité. Moi, qui empêche donc les autres étudiants j'étais aussi dans la minorité. De faire leur. Mais c'est pas grave d'être dans une. C'est pas gênant non plus. C'est pas une tare d'être du côté de la minorité. Là, en l'occurrence, ne dites pas les étudiants, puisque la majorité des étudiants. Vous avez raison. De ceux qui sont en lutte. On est avec ceux qui sont en lutte. Mais les autres aussi, en fait, ils sont en lutte pour leur avenir précisément. Ils aimeraient bien avoir à la fin de l'année leurs examens. Ils aimeraient bien les passer. Donc il faut annuler la réforme de Macron. Et par ailleurs, l'avenir des étudiants, vous avez le droit d'avoir un avis, d'autres gens ont le droit d'en avoir un autre aussi. Bien sûr, c'est possible. Et là, je vais vous raconter précisément, puisqu'on parle de l'avenir des étudiants et des étudiants très intéressés par la dernière loi du ministre de l'Enseignement supérieur. Hier, à Clignancourt, l'AG a eu lieu. Qu'est-ce qu'ils ont voté dans l'Assemblée générale? Donc l'Assemblée générale des étudiants a eu lieu. Ils ont voté, alors d'abord la présence du journaliste qui était là, très bien. Ensuite, ils ont voté le soutien aux zadistes. Donc pendant 1h30, on leur a expliqué pourquoi il fallait soutenir les zadistes. Ils ont voté le soutien aux zadistes. Derrière, ils ont voté la création d'un potager dans l'université de Clignancourt, parce que c'est important pour l'avenir des étudiants en France, la création d'un potager à l'université de Clignancourt. Et enfin, le soutien aux Kurdes en Syrie. Parce que ça aussi, c'est quand même important pour l'avenir des étudiants. Pas un mot sur la réforme de l'université, qui par ailleurs est discutable, c'est pas du tout le sujet. Mais on voit aujourd'hui que ce sont des mouvements politiques. C'est l'extrême gauche, on la connaît par cœur. Les tags que vous a cités, Sonia Mabrouk, vous les connaissez par cœur. On les retrouve partout, que ce soit dans la ZAD ou dans ces amphithéâtres. Vous parlez de démocratie, les âgés, les gens qui ne sont pas d'accord se font d'abord traiter de fachos avant de se faire virer. On les connaît par cœur. Mais je vais vous dire un truc, même l'extrême gauche, c'était mieux avant, quoi. Parce que quand on voit les discours à la sortie des facs, quand on les voit pleurer parce que les CRS sont rentrés, parce qu'ils les ont pris au hasard, ils n'avaient pas le droit. Mais on n'a pas le droit d'occuper une université et d'empêcher des étudiants de travailler. Si vraiment on parle de l'avenir des étudiants, alors on leur laisse passer leurs examens dans 2 mois, c'est tout, en fait. Mais ouais, mais le droit, ça se remet en question, voilà. On peut changer le droit. Il y a eu des périodes de changement de système économique, et les droits étaient remis en cause. Voilà,
le droit, ça peut pas être un argument. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui utilisent le droit pour massacrer des peuples. Voilà, donc le droit, c'est pas, ça se discute, le droit. La propriété, ça se discute tout le temps. Donc voilà, donc on est dans des sociétés. On peut remettre en cause des lois, on peut remettre en cause. Sur la divergence des revendications qu'a cité Charlotte Dornelas, c'est-à-dire sur, je sais pas, le potager, sur les zadistes. C'est bien ça, mais après, ouais, non, mais c'est. Mais c'est pas l'avenir des étudiants. Vous regardez ça, mais pourquoi ils discuteraient pas de ça maintenant? Vous dites qu'ils discuttent pas de la fac et de la réforme, ça m'étonnerait un peu fort quand même. Alors ne nous parlez pas de la sélection et de l'avenir des étudiants. Mais s'ils en parlent, c'est que vous n'allez pas faire croire que le mouvement étudiant il est mobilisé juste pour faire des potagers. Ce genre d'association. Et puis le soutien aux Kurdes, c'est bien, c'est légitime. Le gouvernement il soutient Erdogan, c'est bien que les étudiants. Je le redis à M. Poutou, je pense que ce genre d'association dessert totalement les idées que vous voulez faire avancer. Si vous demandez. Non, mais c'est pas vos idées, de toute façon, ça les dessert de toute façon. Vous ne connaissez pas vos idées. Mes idées, M. Poutou, j'essaye de faire des analyses en termes d'opinion et de communication. Je veux dire, si vous dites aux cheminots, on compare votre combat avec le combat de ces gens qui, sur cette zone, n'ont rien à proposer. Ils ne vont pas être d'accord. Qu'on soit d'accord ou pas avec les cheminots, ce sont des représentants légitimes du personnel. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Donc leur combat, qu'on soit d'accord ou pas, il est juste. Les comparer avec des gens qui sont en dehors de tout et qui n'ont pas de combat, c'est faire la communication du gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est évident, parce qu'ils n'ont aucune consistance. Donc si les cheminots et les zadistes sont dans le même sac, moi je dis en termes de stratégie, si c'est que 70 personnes, si ça n'a pas de consistance, on a un jour ils sont balayés. Le problème est plus compliqué que ça. Attendez, on parle de la stratégie de l'exécutif. Marie-Laure Harel, Tolbiac, Nanterre, Toulouse, Montpellier, depuis plusieurs semaines, il y a des amphis, il y a des halls, il y a des sites même entiers qui sont occupés, et pas toujours par des étudiants, les revendications se multiplient. Il y a quand même des éléments extérieurs, et on le sait, qui viennent rejoindre les étudiants. Il y a eu une intervention des CRS à Nanterre, et là, il y a eu une demande pour Tolbiac, pour Paris 1, de la part du président de l'université, qui est Georges Haddad, qu'on reçoit d'ailleurs ici souvent sur ce plateau. Le préfet de Paris a dit non. Comment vous expliquez qu'on soit intervenu à Nanterre, pas forcément à Tolbiac? Quelle est la stratégie de l'exécutif face à cela, si vraiment les blocages se poursuivent? Est-ce que vous êtes pour l'intervention des forces de l'ordre dans les universités, une fois qu'évidemment le préfet a donné son accord? Mais je suis pour, dans la mesure où, quand ça a lieu, c'est la plupart du temps à la demande du président d'université lui-même. Donc voilà, c'est même toujours le cas. Donc bien sûr que je suis pour. Le président d'université est la personne la mieux placée pour savoir ce qui est nécessaire pour remettre de l'ordre sous son toit. Vous avez raison, en revanche, de souligner que ça fait quelques semaines que ces facs sont bloqués. Parce que moi, j'ai une première interrogation qui est en termes de calendrier. Cette loi, elle a été discutée pendant plusieurs mois, jusqu'à être votée au mois de février. Les syndicats étudiants ont été consultés. On n'a pas beaucoup entendu les étudiants. Et c'est subitement, depuis que les cheminots sont descendus de la rue, depuis le 22 mars très précisément, que là, les facs sont bloqués et les facs sont à feu et à sang, comme on voudrait nous le faire croire, etc. Donc on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quand même un petit peu d'opportunisme politique. Et deuxièmement, moi je crois tout simplement que les étudiants sont pour cette réforme. D'abord, on n'entend que l'UNEF, qui est un syndicat de gauche systématiquement opposé à l'exécutif, qu'il soit, même quand il est de gauche d'ailleurs, puisqu'ils ont été contre la loi travail. Aujourd'hui, ils sont contre la loi OR, donc la loi qui change l'accès à l'université. Le premier syndicat d'étudiants s'appelle Lafage depuis novembre 2016. On n'en a pas beaucoup parlé, puisqu'en novembre 2016, il y a eu les primaires de la droite, donc médiatiquement, d'autres sujets. Ce syndicat, qui est le premier syndicat étudiant, il est pour la réforme de l'université. D'autre part, quand on compte le nombre de facs qui sont aujourd'hui fermés ou perturbés, il y en a au total, il y en a 6 à Paris, une quinzaine en province, ça fait 20 sur 400 campus universitaires, ça fait 5%. Et Charlotte Dornelas a raison de le souligner, il faut aussi regarder un peu en détail ce qui se passe dans les assemblées générales des universités. Je vois par exemple qu'à Nancy, quand on leur a demandé, pour le coup, là ils n'ont pas parlé de potager et tout ça il y a 2 jours, on leur a demandé si vous voulez oui ou non reconduire le blocage. Bon, ils ont très massivement, donc c'est pas à 50, 51, à 70%, ils ont dit nous voulons la réouverture de l'université, poursuivre les cours et passer nos examens. Donc je pense que c'est une minorité qui fait beaucoup de bruit. Je pense de manière claire et nette, et les chiffres que je viens d'énoncer le démontrent, que la majorité des étudiants a envie de bosser, a envie de passer ses examens et a compris l'intérêt de la réforme.
Je vais vous laisser réagir et j'ajoute une question. Qui sont, Philippe Poutou, ces éléments qui viennent, ces militants d'extrême gauche? C'est pas un gros mot de le dire. Qui sont ces militants qui se disent anarchistes et certains même libertaires? Qui sont-ils? Vous les connaissez? Moi à Bordeaux, je vis à Bordeaux. Mais oui, mais bien sûr qu'on se connaît entre militants libertaires, syndicalistes. Que veulent-ils? Non, mais là sur le cas précis, c'est pas. Non, mais là je veux pas. C'est pas que je veux éviter de répondre, mais un peu quand même, j'ai l'impression. Non, parce que je peux pas vous décrire qui est vraiment à Nanterre, parce que j'y suis pas allé à Nanterre. Moi, je fréquente la fac de la Victoire. Alors, il y a des AG interludes avec des militants, des étudiants, donc y compris dedans, il y a des libertaires, il y a des syndiqués. Mais qui ne sont pas des étudiants. Il y a des étudiants, et il n'y a pas que des étudiants, parce que les AG interludes, parce que là, il y a occupation donc de la fac à la place de la Victoire à Bordeaux. Donc, il y a des AG à l'amphi Gintrac, donc dans ce bâtiment qui est un joli bâtiment et qui n'est pas abîmé, qui n'est pas tagué. Enfin, en tout cas, là, moi, je peux parler déjà de cette fac-là parce que je l'ai fréquentée. Et donc, en fait, effectivement, il y a des postiers qui sont en lutte donc à Bordeaux depuis 5 semaines. Il y a pas mal de bureaux de poste en grève, donc en fait il y a des postiers qui se joignent aux AG. C'est ça ma question. Et il y a donc des syndicalistes de solidaires de CGT. Il y a aussi des cheminots qui se joignent. Donc il y a des Ford parce qu'on est en lutte aussi de notre côté contre la fermeture de l'usine. Donc c'est vrai que ces AG là, elles sont un carrefour de contestation et de lutte. Alors vous parlez d'opportunisme, nous on parle d'effets contagieux, ça donne la pêche, ça donne envie, voilà. Et c'est vrai, et ça on le revendique. C'est vrai que la lutte des cheminots, elle relance un peu la mobilisation, et donc certainement qu'il y a un lien entre la remobilisation des étudiants et la lutte des cheminots, mais comme la lutte des postiers aussi, en fait on se tient les uns les autres. C'est bien que ça donne la pêche et ça donne envie, parce que ça veut dire qu'avant ça, les étudiants n'avaient pas vraiment réfléchi à la réforme. Non, mais c'est pas ça. C'est là pour se battre. Alors pour se battre, il y a pas. Là aujourd'hui, il y a une minorité. Moi, je veux bien reconnaître que c'est une minorité qui fait des AG et qui participe aux manifs ou qui occupe. Mais c'est pas pour ça que c'est une minorité qui pense que la réforme elle est lamentable. Parce qu'il y a une différence entre agir, penser qu'on peut agir, oser agir, parce que c'est pas si simple que ça. Il y a certains professeurs qui ne veulent pas de l'application. Mais là, il y a 400 professeurs qui ont signé. Donc il y a quand même une vraie contestation. C'est pour des raisons différentes et les étudiants veulent continuer à étudier. C'est comme dans une usine là, par exemple, nous on est menacé de fermeture. On est minoritaire à faire des grèves, et, on le reconnaît malheureusement, on aimerait bien être plus nombreux, mais c'est pas pour ça que la majorité des collègues considèrent que Ford a raison de faire ça. C'est qu'après pour se battre, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir le moral, d'avoir confiance en soi et de penser que c'est efficace ce qu'on peut faire. Est-ce que ça vaut le coup de se battre ou est-ce que ça sert à rien? Est-ce que c'est perdu d'avance? Donc il y a des étudiants, visiblement il y a des étudiants, mais comme partout, qui pensent que on n'y peut rien et que ça va s'imposer par en haut et qu'on pourra pas changer les choses. Donc ça c'est un problème aussi qu'il faut qu'on discute. Mais qu'est-ce qui va s'imposer? La sélection, alors qu'ils avaient le tirage au sort, ça vous êtes quand même contre, vous étiez contre l'ancien système, la PV, ça c'est reconnu par quasiment tout le monde que c'est inefficace. C'est mieux le meilleur. Le problème, bien sûr, le problème c'est pas pour ça que ça justifie la réforme de Macron, c'est que enfin la réforme de. Vous seriez étonné de ça. Donc on ne défend pas évidemment, et il n'est pas défendable l'ancien système, mais après il faudrait discuter, mais à la SNCF comme dans l'ensemble des services publics et comme à la faculté, de la dégradation des conditions de public, enfin d'éducation ou ça. Et donc en fait, non mais le problème il est posé aussi de l'avenir des étudiants. Tout le monde s'en fout de l'avenir des étudiants parce que vous les empêchez de passer leurs examens. On peut vous reprocher la même chose, que vous, votre problème c'est de défendre vos idées politiques et pas défendre les étudiants. Donc je défends mes idées politiques en vous disant que dans 2 mois ils n'auront pas. On remet en cause effectivement la destruction, le démantèlement des services publics, de l'ensemble des services publics au nom du pognon et tout ça. Et donc effectivement, y compris le service public d'éducation, il est démantelé. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a de moins en moins, il y a plus de place, pour tous les étudiants, et donc on justifie la sélection parce qu'il y a plus de place. Alors plutôt que de mettre des moyens. Non mais c'est quand même un problème politique qui est discutable, qu'on peut discuter. Bien sûr. Mais en fait, quelle est la finalité? La révolution. Voilà. Non, mais la finalité, c'est il y a 50 ans. Vous savez comment s'appelle le livre d'Emmanuel Macron? Oui, justement. Donc ça peut être la convergence des luttes en France. Vous êtes un non, mais c'est les 50 ans de 68 aussi. On peut faire le lien avec mai 68 et la lutte des étudiants de l'époque et la grève générale de l'époque. Mais c'est vrai que nous, au NPA, c'est vrai qu'on pense qu'il faut un mouvement social profond pour changer tout ça, pour stopper toutes les attaques. C'est vrai qu'on est pour un mouvement convergent. On est pour une union des étudiants, des cheminots. Voilà. Non, mais je précise quoi. Et on est vraiment pour une grève générale. On est pour bloquer l'économie du pays et arriver à faire qu'il y ait un rapport de force qui change. C'est vrai qu'on défend ça. C'est un capitaliste de la parole. Il a l'actionnariat total de la prise de parole. Je vous donne la parole. Jacques Isabello. Et maintenant, nous avons un petit peu là passé en revue les différents conflits, les crispations, les tensions, même s'ils sont circonscrits à certaines zones. La
ZAD certaines facultés, malgré tout, même si ce sont des minorités bloquantes. Ça dérange le gouvernement. On en parle, c'est à la une de l'actualité. Comment gérer cela quand il y a une telle mosaïque de revendications? Comment on fait? Je vais vous faire une confidence. Vous ne savez pas? Ça ne gêne pas du tout le gouvernement. Je vais juste vous expliquer. En termes de communication, il y a plusieurs théories. Et puis vous vous rappelez, il y avait la stratégie sarkozyste qui était on encombre l'agenda médiatique. Et Nicolas Sarkozy disait un sujet chaque jour. En fait, on s'est aperçu que ça marchait pas très bien. C'est vite essoufflé, hein, remarque. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est-à-dire que c'est pas un sujet par jour, c'est comme sur Facebook. Ce qui est important, c'est l'engagement. Donc, ce qui est intéressant pour le gouvernement, là, c'est qu'il y a une réforme et qu'en face, il y a une contestation. Quand vous dites à un journaliste, je mets en place un sujet, mais que ça n'intéresse personne, les journalistes sont quand même pas bêtes. Ils vous font un sujet et ils passent à autre chose. Quand vous avez une réforme qui est proposé par le gouvernement et qui a des oppositions à côté. Vous êtes obligé de les traiter. Et là, en fait, il y a... Et je termine Jackie, là, on est au-delà des oppositions. Il y a des tensions, il y a des crispations. Vous voyez bien que ce n'est pas des réformes classiques, une opposition classique. Je termine juste ma démonstration. Comme il y a des réformes et qu'il y a de fortes oppositions sur chacune des réformes, on a un encombrement qui fait qu'il n'y a pas une majorité qui embête le gouvernement. Donc là, maintenant, c'est à nouveau le discours sur la laïcité. Un discours... Beaucoup d'opposition. La réforme sur les cheminots, vous avez vu, on pourrait quasiment lancer un alerte enlèvement sur M. Martinez s'il n'avait pas fait une interview dans Le Monde aujourd'hui. On n'entendait quasiment plus parler. La ZAD, une réforme, une opposition. Les facs, une réforme, une opposition. Donc le gouvernement en face n'est jamais contraint dans un coin et il n'est jamais poussé dans ses retranchements. Il a allumé des feux partout. Et finalement, politiquement et en termes de communication, c'est plutôt lui qui est fort. L'ensemble s'épuise, mais personne ne prend la main totalement sur lui. C'est ce qui est en train de se passer et c'est la grande différence avec la stratégie sarkozyste. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, j'ai essayé. Vous êtes d'accord, Charles Dornelas et Philippe Poutou? Je vous vois regarder ça d'un air c'est surtout circonscrit. Oui. Et c'est surtout que je pense que dans la communication, et on l'a dit en séparant un peu les choses, alors je mets vraiment la réforme de la SNCF de côté et même la contestation à cette réforme. Elle va revenir vite. Hein, avec des gens de grève, vous allez nous l'indiquer. Pas de côté comme ça n'existe pas, mais dans son expression et dans sa légitimité. Un peu le trait, non, mais bien sûr. Mais du côté gouvernement, à mon avis, vous avez raison, mais dans la contestation, je fais sciemment ça, mais parce que les zadistes et les universités, enfin, je ne vais pas m'éterniser sur les deux, mais c'est vraiment une opposition politique. Monsieur Poutou, vous l'avez dit, et là, je poursuis encore sur cette histoire de Clignancourt, mais à Clignancourt, on a remplacé désormais, enfin les bloqueurs ont remplacé tous les drapeaux français à l'université par des drapeaux communistes, la faucille et le marteau, qui sont hissés en haut des poteaux. Mais ce que vous dites fait plaisir à Philippe Poutou. Bien sûr, ça lui fait pas plaisir, parce qu'il n'est pas communiste, Philippe Poutou. Oui, enfin tout ça. Comme disaient mes amis, on fait la différence entre un trotskiste et un communiste. Un trotskiste, c'est un communiste. Alors là, je vous présente. Là, vous allez vous perdre. On fera l'abécédaire du trotskisme et du communisme une prochaine fois. Mais voilà, et donc on a des mouvements, en l'occurrence, qui gênent pas, à la limite, même pas ni l'exécutif, et surtout qui empêchent une vraie discussion sur cette réforme, parce que, pardon, on n'en entend jamais parler, finalement, de cette réforme sur le fond. Alors, ils hurlent non à la sélection, et par ailleurs, ils ont mis le combat qui sont ceux de l'extrême gauche, et s'ils veulent les avoir, grand bien leur face, mais pas en bloquant des universités, pas en les détériorant. Et quand je vous disais tout à l'heure, ils détérioraient des universités, on a quand même des étudiants qui, depuis des semaines, nous expliquent qu'on manque de moyens dans l'université. Je vais prendre un exemple, l'université de Toulouse, flambant neuve, ils l'ont détériorée, ils l'ont taguée, ils ont cassé chaises et bureaux, etc. Et quand on leur dit, vous avez vu les dégâts que vous avez fait dans une université, que vous avez la chance d'avoir neuve, contrairement à d'autres étudiants, ils disent, c'est pour les besoins de la lutte. Voilà, je sais même plus quoi dire en fait. Je vais vous laisser l'avenir des étudiants, en tout cas, c'est pas leur sujet. Le mot de conclusion, à la fois Philippe Poutou, donc l'opposition l'aura compris, et Marie-Laure Harel. Marie-Laure Harel, quand même, pour les facultés, les examens approchent. Pour la ZAD Notre-Dame-des-Landes, les Français regardent, il y a un effet de loupe dans les médias. Donc